Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, je vais faire un petit point, comme chaque semaine depuis des années, sur l'ensemble des classes d'actifs et je vous invite à en déduire, avant la fin de cette vidéo, essayer de déduire les prises de position que je suis censé avoir dans mon portefeuille, dans mon patrimoine personnel, juste sur la base de ce que je vous dis et de ce que vous entendez. En principe, ça devrait être assez clair pour vous sans même que je vous dise j'achète des actions, j'achète pas d'actions, je suis acheteur d'actions ou pas acheteur de crypto pas acheteur, juste sur la façon dont je vous présente les analyses. Est-ce qu'on est dans un bull market, un range market, un marché baissier? Vous êtes censé pouvoir, entre guillemets, reproduire un portefeuille type et suivre des grandes tendances. L'idée, encore une fois, ce n'est jamais d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. C'est juste de prendre des bouts de viande. Et ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma. Il y a juste besoin de lire les cycles économiques et de s'exposer très grossièrement à ces cycles économiques en pondérant correctement ces prises de position pour avoir un portefeuille qui marche bien sur le court, le moyen et le long terme. Et de ce petit exercice, on parlera en fin de vidéo de quelque chose. Allez, c'est parti. Analyse du BTC, une nouvelle semaine de pause. Donc vous voyez que la volatilité cette semaine, elle est extrêmement faible. On n'a quasiment pas bougé. On est sur les mêmes niveaux d'ouverture et de clôture que la semaine dernière. Donc là, on a concrètement ce petit pivot là qui devient de plus en plus propre et de plus en plus d'actualité. Donc si on vient le casser là vers le nord, on pourra assister à un rebond. Et je vous rappelle qu'on est dans un état de range market. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher cette résistance et ensuite que la volatilité commence à se calmer. Donc que les bas, haut, bas, haut, bas, haut soient de plus en plus restreints, de plus en plus serrés. Donc pour le moment, on est simplement dans la première vague qui est censée être la plus profonde. Donc peut-être qu'elle n'est pas terminée, peut-être qu'on ira chercher plus bas et qu'on ira tester ce support avant de rebondir. Dans tous les cas, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on soit dans un bull market, on ne peut pas dire qu'on soit dans un marché baissier. On est dans une latéralisation, ce qu'on appelle un range market. Et principalement, ce qui dicte les hausses et les baisses dans ce type de marché où la nervosité est drivée par les news, eh bien ce sont les news. Donc des bonnes news, ça va faire rebondir à très court terme pendant 1 ou 2 ou 3 semaines les cryptos, le BTC, l'actif crypto que vous êtes en train d'analyser. Et une mauvaise nouvelle, inversement, va faire chuter les cours. Donc sur le XRP maintenant. Le XRP, l'analyse est exactement la même. On est ici dans un range market. Cette semaine, on n'a quasiment pas bougé. On a toujours ce pivot là qu'il faudra aller casser vers le nord pour effectuer la partie de ping-pong du sud vers le nord. Et je vous rappelle que le XRP en mensuel, il est dans un schéma où on a eu la cassure de cet énorme triangle en mensuel. On est venu sur les ATH, on a un petit triangle maintenant en mensuel qui a débuté ici en janvier 2025 et qui peut-être se terminera d'ici l'été 2026 si on conserve dans cette partie de ping-pong et qui pourrait libérer dans la deuxième partie de l'année 2026 un mouvement absolument hors du commun sur le XRP. On va aller voir maintenant sur l'ETH. Donc l'Ethereum, lui, il est ancré dans un énorme triangle chartiste avec beaucoup de volatilité. Donc on est allé chercher en bas, on revient en haut. Là, on est allé chercher en haut récemment. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de trouver où est-ce que cette vague ici s'arrête. Potentiellement ici, peut-être qu'on a déjà trouvé les plus bas. Dans tous les cas, l'Ether est, on va dire, de ce que j'analyse chaque semaine, la paire la plus volatile et la plus range market par rapport au BTC et au XRP. Allez, petit coup d'œil sur l'indice des matières premières. Je vous rappelle que depuis la crise Covid, on est passé d'un état de marché baissier séculaire sur les matières premières à ici, hop là, un changement de cycle dans cette zone-là. Donc là, on change de cycle, on n'est plus sur un marché baissier, on passe dans une logique de retournement de cycle et de reprise de cycle entre guillemets inflationniste. Vous savez, depuis les années 80, on a vécu 30, 40 ans de baisse des taux d'intérêt. Donc un grand cycle où les taux d'intérêt étaient très hauts et ils n'ont fait que baisser. Et là, dans la logique des cycles économiques, on pourrait se retrouver dans une
voilà, dans un rebond, donc pendant 10-15 ans, une remontée des taux d'intérêt directeurs, que ce soit pour l'Europe ou pour les États-Unis. Et ça, en général, ça drive des vagues de hausse assez violentes d'inflation et donc on peut assister à des envolées assez massives sur les matières premières qui sont extrêmement volatiles et directionnelles quand elles se mettent à monter. Donc, cette hausse liée à la crise Covid a été, entre guillemets, digérée pendant 1, 2, 3, 4 ans. Et depuis 2-3 semaines, vous voyez que cette latéralisation, on est en train de s'en échapper. Donc, on avait une première tentative ici, mais vous voyez que la volatilité était assez forte, hein. On avait eu un creux assez violent. Et donc ça a été ce qu'on appelle un faux signal de départ, hein. C'est comme, je sais pas moi, vous avez des coureurs et puis le pistolet retentit, mais il y a un faux départ, il y a un coureur qui démarre juste avant, il anticipe un petit peu trop. La volatilité là commence à bien se tasser, donc ça c'est vraiment très 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 bon, ça augure de vraiment de belles choses. On a eu ici, voilà, une première clôture assez nette au-dessus de la zone de pivot. Une deuxième clôture la semaine précédente et cette semaine, on reteste le pivot. En réalité, là, l'idée, hein, c'est que tant qu'on évolue voilà, au-dessus de cette petite trendline, on aura quelque chose qui ne change pas. Voilà. On aura toujours ce potentiel qui reste extrêmement fort pour les matières premières. Et si on commence à casser de manière plus abrupte ce que je vous ai dessiné en bleu, cette petite marge d'escalier, on pourra assister à une envolée assez directionnelle des matières premières. Analyse de l'or coté en dollars américains, on est donc sur le GLD, l'ETF qui permet de reproduire les fluctuations de l'or tout en s'y exposant. Donc on a eu une semaine avec une hausse. Comme je vous avais expliqué, l'idéal aurait été que ce pivot-là, il soit ici et qu'on évolue en dessous. Bon, voilà, les haussiers ont à nouveau repris la main. Donc, dans l'idée, ce que l'on souhaiterait voir, en tout cas moi, ce que je souhaiterais voir, c'est une stabilisation, une latéralisation comme ça de la volatilité, puis le breakout. Donc, là, pour le moment, on est en train de repartir. On teste les plus hauts historiques. Il faudrait idéalement qu'on ait cette petite partie de ping-pong dont je parle depuis une décennie sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ce qui permet aux spéculateurs de trouver des conditions de marché, des setups de trading avec des asymétries positives. C'est juste la base d'un trading basé sur de l'analyse graphique. C'est de voir ces zones de contraction suivies d'un breakout. Donc là, au cours des prochaines semaines, idéalement, il faudrait qu'on latéralise et breakout, et de là on pourrait assister à une envolée, à un espèce d'hyper climax run, quelque chose proche de ce qu'on a vu dans les années à la fin des années 70. Regardez les graphes de l'or en 1979, 1980, vous verrez à quoi je fais référence en ce moment. On va aller regarder maintenant l'or coté contre des euros, donc la pattern est quasi identique. Cette semaine, on est venu chercher une espèce de résistance autour des plus hauts historiques. Donc là, l'idée, encore une fois, je ne vais pas trop me répéter, mais c'est que la volatilité se tasse, qu'une toute petite partie de ping-pong ait lieu et qu'ensuite on ait une cassure pour timer un potentiel hyper climax run, une envolée ultra parabolique et non tenable sur le long terme des cours de l'or, mais qui pourra amener l'or sur des niveaux qui réveilleraient très férocement les médias. Et le silver, quant à lui, l'argent métal, continue son envol. Donc on a vu cette cassure, semaine précédente, petite stabilisation en apesanteur. Et là, à nouveau, une accélération. Donc le silver qui rattrape avec soit de l'avance, soit du retard. Le cycle de l'or, il est connu historiquement pour ça. Donc on est dans un mouvement qui est en train de ressembler à un mouvement parabolique et qui pourrait établir un état d'hyper parabole, donc quelque chose qui monte tellement à la verticale qu'on ne voit même plus les consolidations sur l'unité de temps hebdomadaire et que l'on doit descendre sur des unités de temps inférieures comme le daily ou le carré à 4 heures pour voir les petites marches d'escalier et ça en général ça mène à une espèce de bulle ultra verticale et un retour de bâton tout aussi violent. Allez, petit point rapide sur l'euro contre le dollar, donc toujours dans la logique de cette
épaule, tête, épaule. On a une semaine là qui se termine sur une hausse. Et donc, comme ce que je vous avais dessiné depuis pas mal de temps, l'image mentale que je garde à l'esprit de cette épaule, tête, épaule serait que là, assez rapidement, donc peut-être d'ici 2 ou 3 semaines, on est un petit sommet ici qui se forme. Et de là, si le sommet se forme et qu'on commence à revenir tester cette ligne de coup, ce pivot, là, ça va être ce serait le scénario où si on casse, ça y est, c'est la forte dégringolade et on pourrait assister en 2026 à, entre guillemets, un réajustement de l'euro face au dollar. Donc, bien entendu, ce scénario doit se faire en 2 étapes. Première étape, la croix, à savoir au cours des 2-3 prochaines semaines, on est bloqué ici, on repart vers le pivot. Et deuxième étape, cassure du pivot et de là, gros effondrement qui pourrait d'ailleurs nous amener plus bas que la trendline. On a un objectif ici et un autre objectif ici. Bien entendu, si ce scénario ce scénario serait invalidé tout simplement si on effectuait des nouveaux plus hauts sur l'euro-dollar. Donc, si on commençait à évoluer au-dessus de la trendline ici, en gros au-dessus de la zone des 1,20€, ce scénario serait invalidé. Pour le moment, ce n'est pas du tout ce que je garde à l'esprit. Ce que je garde à l'esprit, c'est tout simplement un réajustement de cette hausse de l'euro qu'on a eu pendant toute l'année 2025. L'idée, ce serait d'avoir ce réajustement, mais vers le sud, d'un dollar qui se renforce au cours de l'année 2026. Allez, on va parler maintenant du dollar. Donc, je vous avais présenté ce scénario avec... Alors, déjà, je vais refaire une image à long terme pour que vous ayez quand même la vision long terme du dollar face à un panier de devises. Donc, on est rentré depuis 2014, on est dans un grand cycle haussier du dollar face à un panier de devises. On a pas mal de volatilité, on a des grandes hausses suivies de fortes baisses, mais à chaque fois, on évolue vers le nord. Il y a une espèce de momentum haussier qui est assez proprement défini par ce canal haussier en pointillé. On est parti d'ici et on est venu chercher le bas de ce canal. Sur le bas de ce canal, on a aussi une zone de polarité. À l'époque, on n'arrivait pas, on avait du mal à passer cette zone. On l'a passée, maintenant elle sert de support. Donc cette ancienne zone de résistance est devenue une zone de support. Donc on a ici une double zone de convergence. Ensuite, sur cette double zone de convergence, on a un double creux qui a été formé. On a eu la cassure qui s'est effectuée ici en hebdomadaire. Donc de là, moi, je m'attends tout simplement à ce que, on reparte vers le nord. Là, cette semaine, on a, entre guillemets, recassé le pivot vers le sud. Est-ce que ça annule complètement le scénario? Absolument pas. Je vais juste vous redessiner et c'est comme ça qu'on doit s'ajuster au paysage boursier. On a tout simplement le pivot que j'avais dessiné ici. On va juste le réajuster ici. Et je vais vous le mettre en gras. Et on a toujours cette histoire de double creux. Et ici, on aurait, dans l'idée, une volatilité cette volatilité doit se contracter et on doit assister à un nouveau break vers le nord pour lancer cet énorme mouvement de hausse attendu au cours des prochaines années. Donc, vous voyez que dans l'idée, c'est toujours l'image de fond qui prime. L'image de fond, c'est le trend haussier. On est sur un support, un double support. On a une figure en double creux. À très court terme, on doit simplement s'ajuster. On doit simplement ajuster notre scénario. Donc, le pivot, je l'avais mis là. On se rend compte que finalement, les marchés préfèrent, entre guillemets, le définir ici. Sinon, on aurait une envolée directement vers la résistance. Et de là, on va voir, peut-être qu'on aura même un triple bottom, peut-être qu'on aura 1, 2 et on viendra chercher à nouveau cette zone de support et repartir et le break. On n'en sait rien, mais l'idée que l'on se fixe, le point de vue, l'image mentale se fixe non pas sur un zoom à court terme, comme ça là, en regardant ce qui se passe là, mais un zoom à long terme. Donc un scénario qu'on définit, une image mentale, et de là, on regarde si cette image mentale, elle est toujours valide avec notre zoom. Et pour le moment, cette image mentale, elle est toujours valide avec le zoom. La seule chose qui invaliderait cette image mentale, comme je vous l'avais expliqué, ce serait qu'on vienne évoluer en dessous du canal haussier en pointillé. Et en dessous de cet énorme support horizontal.
Donc ça, seulement ça invaliderait notre image mentale à long terme. Tant que ça n'arrive pas, cette histoire-là de carré rouge, on reste dans une logique de quand est-ce que et comment le dollar peut rebondir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Analyse du SP500 avec une petite semaine de hausse. Ça y est, on est sur la résistance historique depuis la semaine précédente. On a bloqué. Là, on bloque à nouveau. Dans l'idée, comme ce que je vous partage depuis plusieurs semaines, c'est une consolidation, une latéralisation. Donc, on est sorti du momentum pur pour rentrer dans une petite latéralisation. Le fond de la tendance reste un magnifique bull market. Je vous rappelle, chaque semaine en mensuel, cette image. Depuis la crise de 2008, on est dans cet énorme canal aussi en pointillé. Et donc là, le mois de novembre a été un mois neutre. Le mois de décembre actuel, donc cette barre mensuelle, va fluctuer tout au long du mois de décembre. Mais la logique de fond, voilà, c'est qu'on se dirige potentiellement vers le haut de ce canal haussier. Et donc quand on descend sur l'unité de temps inférieure qui est le weekly, l'hebdomadaire, donc chaque chandelle est égale à une semaine de cotation, on se rend compte qu'on est dans une petite stabilisation, donc une pseudo zone d'incertitude à court terme. Donc ça, c'est sur le SP500. On va aller voir maintenant le Nasdaq qui est exactement dans le même type de situation. Donc cette semaine, donc la semaine précédente, on avait déjà bien remonté. Cette semaine, boum, on bloque. Donc potentiellement, le pivot serait sur ces niveaux-là. Ce sera à confirmer. Et donc là, on va commencer à voir l'esquisse de la forme de la marche d'escalier se former au cours des prochaines semaines. Donc ça peut être quelque chose d'assez rapide. Ça se trouve, dès le mois de janvier, on sera sorti d'affaires et on aura quelque chose qui pourrait ressembler à ceci. Et hop, on part direct. Ou on aura peut-être une marche d'escalier un petit peu plus longue dans le temps. Pour le moment, on ne peut pas savoir à l'avance quelle sera la longueur et la volatilité de cette marche d'escalier. Tout ce qu'on peut émettre comme point de vue, c'est le fond de la tendance reste celle d'un bull market et à court terme, au cours des prochaines semaines, on stabilise, on digère cette belle hausse qui a été initiée depuis les crises, les tarifs Trump, les tarifs douaniers de Trump au cours du mois d'avril. On a bien monté et donc là, on va tout simplement digérer un petit peu cette hausse. On va maintenant passer sur le marché européen avec le DAX, l'indice allemand. Donc l'indice allemand, contrairement aux indices américains, lui, il stabilise depuis de nombreux mois, depuis l'été, depuis le mois de mai. On stabilise, on latéralise, on a cette partie de ping-pong haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc là, vous voyez que cette semaine, on est à nouveau revenu tester avec la petite mèche le haut de de ce channel. Donc l'idée maintenant, idéalement, ce serait de suivre la ligne bleue, à savoir une contraction de la volatilité, puis une cassure vers le nord qui puisse libérer un mouvement assez violent et haussier sur l'indice allemand, sur le DAX. Et enfin, sur le CAC 40, lui, il était dans une large latéralisation assez volatile. On a vu que sur la fin, on a eu cette contraction de la volatilité. Le breakout, donc là on est dans une situation où on a un potentiel de hausse qui est hors du commun. On a une asymétrie positive potentielle, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, ça veut dire qu'on est dans un contexte où si on doit trader 1000 fois un contexte, c'est ce type de contexte que l'on doit privilégier. Et on a un premier objectif ici. Donc depuis, on a stabilisé et là vous voyez que c'est la deuxième semaine, on a des fluctuations qui sont extrêmement faibles. Cette semaine, on n'a quasiment pas bougé. La semaine précédente, on n'avait quasiment pas bougé. Donc limite là, on pourrait commencer à se dire peut-être que le pivot en fait, il est ici et si on casse à la hausse ce petit pivot, le mouvement pourra s'enclencher dès la cassure de ce pivot. Donc bien entendu à confirmer avec le vrai gros pivot des plus hauts historiques. Mais voilà, on a deux zones ici, notamment ça peut servir de séquence de pyramidage pour ceux qui aiment pyramider leur position. Et qui veulent trader directement le CAC 40, ce n'est pas ce que j'aime faire. L'idée, c'est plutôt quand on fait de la spéculation monostratégie, comme ce que j'ai enseigné dans mon école de bourse pendant 9 ans, c'est d'aller chercher sur ces screeners
des actions qui ont le maximum de momentum avec le maximum de contraction de volatilité et une pattern qui soit d'une qualité hors du commun. De là, si on a un breakout, la prise de position nous permettra de voir un potentiel bien plus important que sur un indice en direct. Donc voilà ma vision pour les actions. Pour tous ceux qui ont accès à mes prises de position en live sur la partie impulsion de mon compte de bourse, donc le All Weather Impulsion, vous le savez, on est passé sur une logique défensive. Je suis passé sur un arbitrage au cours de ce mois-ci qui est ultra défensif. Ça ne veut absolument pas dire que j'anticipe une crise, ça veut simplement dire que les conditions actuelles m'obligent, du point de vue de mon money management, du max drawdown que je m'autorise, de la volatilité du portefeuille que j'ai setup, ça m'oblige à passer en défense. Donc cette défense, elle a été activée, vous voyez ici en rouge, c'est le SP500 et en bleu, c'est l'évolution du All Weather depuis le début de l'année. Vous voyez qu'on a eu la crise Trump avec cet énorme V-bottom et que très rapidement, j'avais désactivé, j'avais désamorcé mes prises de position avant cette crise. Là actuellement, il y a eu un désamorcement, j'ai désamorcé beaucoup de choses. Je ne sais absolument pas à l'avance s'il y aura une crise, c'est simplement quand les conditions de marché, je le répète, se détériorent. On va dire 1 fois sur 4, il y a une crise, 3 fois sur 4, c'est c'est un test, c'est un signal d'alarme, c'est un petit peu ce qu'on fait vivre aux enfants. Vous savez, il y a, en école primaire, on les exerce, on fait sonner l'alarme dans toute l'enceinte de l'école. On les fait tous sortir, on les fait rentrer. C'est un exercice de préparation au cas où s'il y a vraiment un feu ou un événement majeur, là ils sauront quoi faire. Et bien là, c'est un petit peu dans cette logique-là. Il y a de nombreuses fois dans l'histoire de ce portefeuille, quasiment 2 ou 3 fois sur 4, où il se met en position de défense, alors que derrière il se passe pas grand chose. Mais par contre, pour les moments où il se passe quelque chose, là ça m'économise moi énormément de volatilité, de max drawdown, et du coup ça booste la performance derrière. Donc voilà pourquoi ce que je mets en place, j'essaie de pas trop en révéler dans la vidéo publique, mais de porter aussi certaines explications sur mes prises de position et comment je gère cette partie All Weather. Voilà pourquoi je suis dans cet état-là sur mon portefeuille All Weather Impulsion. C'est difficile d'en dire sans trop en dire. Bref, pour ceux qui suivent le All Weather Impulsion, vous savez de quoi je parle. Et pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette approche, puisqu'en réalité ce sera le noyau dur de la création de mon hedge fund dans quelques années, je vous invite à vous rendre sur la page en description. Vous verrez un petit peu comment est-ce que j'ai créé ce portefeuille, cette approche, et quelles sont les performances backtestées sur un historique passé très très long, et quelles sont aussi les performances live sur mon compte de bourse depuis le 1er mai. Et tout cela peut être recopié si vous le souhaitez. Moi je partage mes positions publiquement, donc vous pouvez aussi recopier tout ça.